Le visage de la cité de Liège, au début du XIIe siècle, est celui d'une cité imposante, puissamment fortifiée, prospère déjà. Mais ce n'est pas encore, le lieu d'émancipation des pauvres gens. On franchit toutefois des étapes. En 1127, l'évêque Albéron de Louvain supprime le servage sur ces terres. Désormais, les travailleurs ne sont plus des serfs, c'est-à-dire des misérables attachés à la terre ou à l'atelier, mais des hommes francs, c'est-à-dire libres. L'évêque est un riche propriétaire terrien, du moins l'évêché. Il doit l'extension colossale des terres de l'Église à la générosité des fidèles et même des puissants, obsédés par la question du salut de leur âme. Et ces évêques, ils étaient très riches alors. Très très riches, mais tu sais, avec tout cet argent... Oui, l'Église prenait soin des plus démunis, je sais. Il n'empêche. Quoi? Tu te rends compte, toute cette richesse au milieu de cette misère? Tu trouves que ça a peut-être bien changé? Les gens ne meurent plus de faim. Enfin, pas souvent. Pas souvent, mais ils meurent d'autres choses. Enfin, passons. Les campagnes ont changé. L'outillage s'est amélioré. Les paysans ont adopté la rotation triennale pour les cultures. La hache d'abattage a fait progresser le déboisement. Des charrettes à 4 roues sillonnent les chemins. Moulins à eau et moulins à vent se sont répandus. Au final, le paysan mange mieux, produit plus et vend davantage sur les marchés. La population augmente, à la campagne d'abord, puis dans les villes. L'essor des villes est général en Europe dès le XIIe siècle. Toutes ces villes, bien sûr, ne se conjuguent pas selon le même schéma. Certaines grandissent à l'ombre d'un château, d'autres autour d'un monastère ou d'une cathédrale, comme Liège. Une spécialité industrielle, une position géographique avantageuse, le long d'un cours d'eau, au croisement de routes importantes, consolident la fortune d'une cité. Que trouve-t-on à l'intérieur d'une cité, derrière les murailles qui la protègent du brigandage et de la violence des seigneurs? On y trouve des marchands, des ouvriers, des artisans. Mais aussi, à Liège particulièrement, un imposant clergé, c'est-à-dire des prêtres. Les citadins, le XIIe siècle les appelait cives, c'est-à-dire indistinctement ceux qui vivent dans la cité, pauvres ou riches. Ils sont libres, même s'ils ne sont pas nobles. Tu m'as dit que les nobles, ce sont ceux qui possèdent la terre. Oui, c'est un bon résumé. Oui, mais les habitants des cités ne peuvent pas être nobles. Ils peuvent posséder des terres en dehors des murailles. Je vois. En gros, tout ça, c'est une question d'argent. Oui, tu as tout compris. Oui, avec une grosse fortune. On peut s'acheter un titre de noblesse. Ou épouser un ou une noble. Ce qui revient au même. Dans les nouveaux quartiers de la ville, le long de la Neuvisse par exemple, les marchands à Liège sont de plus en plus nombreux. Le trafic sur le fleuve, facilement navigable, est intense. Une classe bourgeoise entreprenante est apparue, riche, industrieuse, inventive, jalouse de ses privilèges. Nous l'appellerons le patriciat. Comme le prénom? Mais non, avec un T, oh. Alors, les patriciens, c'était les riches. Il y en avait beaucoup? Non. Comme toujours, les pauvres étaient beaucoup plus nombreux. Mais ils étaient pauvres. Ce patriciat se voit comme une aristocratie locale. Son sentiment d'appartenance repose sur le lignage, l'ancienneté d'une famille étendue et respectée. Il y a les Delcange, les Servet, les Colognes, les Surlet. D'où viennent ces familles? Ce sont les descendants des ministériaux de l'évêque, c'est-à-dire ses serviteurs, des gens libres qui ne dépendaient que de l'évêque ou du chapitre de la cathédrale.
ce patriciat cherche à s'émanciper. La charte d'Albert de Cueil, en 1200, offre de premiers progrès puisqu'on y dénombre 23 privilèges du citadin, riche ou pauvre. Il échappait à l'impôt direct, aux corvées pénibles, au service militaire, aux confiscations. Enfin, il est soumis à des juges spéciaux, les échevins. Les échevins, je connais ça, il y en a toujours. Oui, mais c'est pas les mêmes, hein. Il y a monsieur l'échevin de l'instruction publique, monsieur l'échevin de la culture, monsieur l'échevin des travaux publics. Oui, mais les échevins dont nous parlions, c'était des gens qui assistaient l'évêque. Et sur le territoire de la principauté, il aidaient à juger les laïcs qui relevaient de son autorité. Les laïcs. Oui, enfin les gens qui n'étaient pas des prêtres. Nommés à vie, les échevins allaient peu à peu s'emparer des leviers de commande, au point que l'évêque ne put bientôt plus diriger la principauté sans eux. Recrutés dans les grandes familles, ces échevins l'étaient de père en fils. Il n'y avait aucune élection. On ne se préoccupait pas de savoir si tel ou tel administrerait sagement la cité. On devenait échevin parce que le père l'avait été. Finalement, ce magistrat ne représentait que les intérêts de sa famille, nullement ceux des autres habitants de la cité. Le problème, on le devine, résidait principalement dans l'inégalité entre les citadins, les riches surclassant toujours les pauvres, beaucoup plus nombreux. Ces petits, appelons-les la plèbe. Eh bien, qui la représente, cette plèbe ? En théorie, l'évêque. En pratique, personne. Cette plèbe des petits artisans, des cultivateurs, des meuniers, des charretiers, des bouchers, des houilleurs, des boulangers, des charpentiers, est avide d'obtenir des droits, elle aussi. Mais les puissants font barrage à ces revendications. Si bien qu'au sein de cette masse laborieuse se forme bientôt la dangereuse conviction d'être la grande perdante dans la course à l'émancipation. Une frustration se forme, mère d'incendies futurs.